Une jeune fille venue au monde sans bras. L'histoire d'un miracle qu'il est impossible d'entendre sans que les larmes ne montent. Une enfant rejetée par la société dès sa naissance. Une existence fragile, ignorée uniquement pour sa différence, une différence dont elle n'était nullement responsable. Personne, cependant, ne pouvait deviner que cet enfant était destiné à émouvoir le monde entier. C'est un récit qui ne peut être écouté sans pleurer. Laissée pour compte parce qu'elle n'était pas comme les autres, son âme possédait pourtant une splendeur inégalée. Et près d'elle, un être a tout sacrifié pour cultiver cette âme. Après avoir écouté cette histoire jusqu'à sa conclusion, vous serez sans aucun doute changé. Ce récit, qui fera vibrer les fibres les plus intimes de votre être, débute maintenant. À l'aube blafarde, alors que des nuages d'un noir profond masquaient le firmament d'une petite ville normande et qu'un déluge s'abattait, les venelles d'un quartier paupérisé à la lisière de la cité étaient submergées par des flots d'eau pluviale. Pendant qu'au loin scintillaient les lumières des grandes métropoles, mirage d'un univers parallèle, ce lieu semblait totalement abandonné. Sur le bitume craquelé recouvrant chichement une terre boueuse, des mares s'étaient formées, et les courants d'eau serpentant entre les masures vétustes évoquaient des larmes. À l'intérieur d'une toilette publique, les plaintes d'une femme brisaient le silence. Dans cet espace confiné, saturé d'odeurs de moisissure et d'ammoniac, elle se débattait contre les assauts de la douleur de l'enfantement. Sandrine Dubois, une Française d'ascendance africaine âgée de 32 ans, était agenouillée sur le sol carrelé et glacial. Ses pieds, gonflés et fissurés, étaient une source de souffrance aiguë. Sous son manteau largement ouvert se dessinait un ventre proéminent, et son visage était inondé de sueur, de larmes et de pluie. « Je t'en prie, viens maintenant, je t'en supplie », chuchota-t-elle, les mâchoires crispées. Sandrine n'avait rien avalé depuis 48 heures, après avoir utilisé ses dernières économies pour un modeste plat de légumes et de pommes de terre. Son estomac criait famine, mais le bébé en elle n'attendait pas. Le travail avait débuté avec 3 semaines d'avance. Elle avait eu l'intention d'aller à l'hôpital, mais la soudaineté des contractions avait bouleversé ses plans. Une nouvelle contraction la saisit, et Sandrine ressentit une pression intolérable. Elle cria, mais son cri fut étouffé par le vacarme de la pluie et le roulement du tonnerre. Personne ne pouvait l'entendre. De ses mains tremblantes, elle défit ses vêtements. Dépourvue de toute assistance médicale, sans le moindre outil, elle suivait son instinct. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Elle ne voulait pas que son enfant naisse ainsi, dans ces latrines immondes, sous la lueur vacillante d'un néon, sans une âme pour l'assister. Mobilisant ses ultimes forces, Sandrine poussa. Enfin, l'enfant parut. Au lieu du premier cri espéré, un silence pesant s'installa. De ses mains fébriles, Sandrine dégagea le nez et la bouche du nouveau-né du mucus et lui tapota délicatement la poitrine. « Pleure, je t'en prie, pleure. » Alors l'enfant, après une faible toux, se mit à pleurer. C'était le son de la vie. Sandrine laissa échapper un soupir de soulagement, mais son bonheur fut éphémère. En examinant l'enfant de plus près, l'effroi lui saisit le cœur. Le nourrisson n'avait pas de bras. Rien, absolument rien, sous les épaules. « Non, c'est impossible », murmura Sandrine, refusant de croire ce qu'elle voyait. Elle étendit la main et tâta le petit corps. Tout le reste était parfait. 10 orteils, 2 jambes bien formées, un visage miniature et idéal. Mais pas de bras. Dehors, un coup de tonnerre retentit et la pluie redoubla de violence. Sandrine enveloppa le bébé dans son manteau. Elle était désemparée, ne sachant comment affronter ce fardeau insupportable. Elle se mit à courir vers l'hôpital. Lorsque Sandrine atteignit le service des urgences de la clinique des Charmes, ses habits étaient détrempés et son visage était d'une pâleur mortelle. Des infirmières accoururent. Leurs traits exprimaient le choc et la pitié. « Vite, en salle de naissance, la mère et l'enfant ont besoin de soins immédiats » s'exclama l'une d'elles. Sandrine ne put réprimer ses sanglots en voyant son bébé emporté. « Ma petite, s'il vous plaît, sauvez ma fille. » En chemin vers sa chambre, Sandrine sentait peser sur elle les regards des autres patients. Ils chuchotaient en l'observant, elle, sa peau sombre, ses vêtements souillés, et ce bébé sans bras. Leurs yeux mêlaient mépris et commisération. Quelques heures plus tard, Sandrine reprit conscience dans une chambre d'hôpital. Près d'elle, un médecin consultait son dossier. Sa blouse blanche était impeccable, son expression neutre. « Comment va mon bébé ?» demanda Sandrine. Le médecin la dévisagea froidement.
Elle survivra, mais elle est atteinte d'amélie bilatérale des membres supérieurs. Une absence complète des bras. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Sanglota Sandrine. Le médecin soupira, et les mots qu'il prononça furent comme des poignards dans le cœur de Sandrine. C'est le résultat de la pauvreté alliée à l'inconscience. Sandrine voulut répliquer, mais sa maîtrise du français était imparfaite et son corps, épuisé. Elle se contenta de pleurer. Elle était seule dans la chambre. Les autres mères recevaient les félicitations de leur famille, des fleurs et des cadeaux, mais à son chevet, il n'y avait personne. Son époux était décédé 2 ans auparavant dans un accident de chantier, et sa propre famille l'avait renié après son mariage avec un étranger. Le jour suivant, son père se présenta à la clinique. L'homme, octogénaire, se tint au pied de son lit. « C'est une fille » interrogea-t-il. Sandrine acquiesça. « Oui, papa. Je vais l'appeler Manon. » Le vieil homme se dirigea vers la pouponnière et observa sa petite fille à travers la vitre. Une expression de répulsion déforma ses traits. En voyant le nourrisson sans bras, il secoua la tête et s'éloigna. « Tu as l'intention d'élever un enfant pareil? Ne ruine pas ta vie, ni la sienne. » Après ces paroles, il partit pour ne jamais revenir. Durant les 3 jours qu'elle passa à la clinique, Sandrine fut confrontée aux préjugés du personnel soignant. On lui accordait le strict minimum d'attention, contrastant avec l'amabilité réservée aux autres patientes. Les infirmières ne prirent pas la peine de lui montrer comment allaiter correctement son bébé. Un jour, Sandrine surprit une conversation entre 2 d'entre elles. De toute façon, elle sera incapable d'élever un enfant sans bras. La veille de sa sortie, Sandrine quitta sa chambre pour se rendre aux toilettes. En traversant le couloir, elle entendit par hasard une discussion entre médecins. La patiente métisse, celle qui a eu le bébé sans bras. Ah, ce cas. C'était notre erreur, malheureusement. Que veux-tu dire? Elle est venue en consultation au début de sa grossesse. Un de nos internes lui a prescrit par erreur un traitement connu pour causer des malformations des membres. On a décidé d'enterrer l'affaire. Mon Dieu, si ça s'apprend. Calme-toi. C'est une immigrée sans domicile. Personne ne la croira jamais. Sandrine resta pétrifiée d'horreur. La condition de sa fille n'était pas une fatalité. C'était une faute de la clinique. Elle regagna sa chambre, saisit son téléphone de main tremblante et lança l'enregistreur vocal. Mais lorsqu'elle retourna dans le couloir, les médecins avaient disparu. Le lendemain, elle fut convoquée par l'administrateur de l'établissement. Il était vêtu d'un costume impeccable, mais une lueur d'anxiété brillait dans son regard. « Madame Dubois, nous mesurons la difficulté de votre situation. À titre exceptionnel, la clinique a décidé d'annuler l'intégralité de vos frais de séjour. » Il lui présenta un document. Il s'agit d'une décharge de responsabilité. Veuillez la signer. Sandrine tenta de déchiffrer le texte, mais le jargon médical et légal était impénétrable. Elle sollicita des éclaircissements, mais l'administrateur éluda. Qu'est-ce que c'est? Une simple formalité pour la prise en charge de vos frais. Il baissa le ton. Nous vous offrons également 50 000 € en liquide. Cela vous sera d'une grande aide. Sandrine comprit alors. Il tentait de monnayer son silence. La colère la fit trembler, mais la peur aussi. Elle avait désespérément besoin de cet argent pour son enfant, mais sa conscience s'y refusait. Je ne signerai pas. Je révélerai au monde entier ce que vous avez fait à ma fille. Le visage de l'administrateur devint glacial. Dans ce cas, nous agirons différemment. Comment une femme dans votre situation peut-elle élever un enfant handicapé? Nous pourrions peut-être alerter les services de protection de l'enfance. Sandrine fut saisie d'effroi. Perdre sa fille était inenvisageable. C'était tout ce qui lui restait. Vous n'oseriez pas. Signez, et nous vous laisserons tranquille, vous et votre enfant. La main tremblante, Sandrine apposa sa signature. L'administrateur, un sourire triomphant aux lèvres, déposa une enveloppe devant elle. Elle ne la toucha pas. Gardez votre argent. Mon silence n'est pas à vendre. Je veux seulement protéger mon enfant. Le jour même, Sandrine quitta la clinique, étreignant sa minuscule fille emmitouflée dans une vieille couverture. La pluie avait cessé, mais le ciel restait menaçant.
Elle n'avait ni argent, ni toit. Mais son cœur était embrasé par une farouche détermination. Elle défendrait cet enfant et obtiendrait un jour réparation. Sandrine contempla sa fille. De petits yeux la regardaient. Sans bras, mais dans ce regard, une formidable pulsion de vie. « Manon, murmura-t-elle, tu seras forte. On y arrivera, je te le promets. » Elle s'engagea dans les rues froides de la ville. Un avenir incertain s'ouvrait devant elle, mais leur voyage ne faisait que commencer. Cette nuit-là, devant un foyer d'accueil pour sans-abri, Sandrine, à bout de force, son bébé dans les bras, frappa à la porte. En l'apercevant, et surtout en voyant l'enfant sans bras, le responsable du centre fut consterné. « Nous ne sommes pas équipés pour les enfants à besoins spécifiques. Adressez-vous à un centre spécialisé, déclara-t-il. Juste pour une nuit, je vous en supplie, implora Sandrine, la voix brisée. Dehors, la pluie se remit à tomber. Le bébé se mit à pleurer, et ses cris, plus forts que le bruit de l'averse, émurent le responsable. Après un instant d'hésitation, il soupira et leur ouvrit. Une seule nuit. Demain, il faudra partir. Cette nuit-là, allongée sur un matelas élimé dans un coin, Sandrine veillait sur sa fille. Le visage de l'enfant était serein, mais en voyant ses épaules nues là où auraient dû être des bras, Sandrine ne put retenir ses larmes. Manon. Sandrine prit une résolution. Sa fille s'appellerait Manon, un nom plein de douceur pour une vie qui s'annonçait ardue. Maman sera tes mains. Je t'aiderai à accomplir tous tes rêves. Et cette nuit-là, elle en prit une autre. Un jour, justice leur serait rendue. Le monde entier saurait le tort causé à Manon. Mais l'urgence était de survivre. Les pleurs de Manon ne seraient plus jamais ignorés. Sandrine s'en assurerait. La petite Manon grandit près de la gare de la ville, où sa mère tenait un petit stand de crêpes. Dans ce cadre étriqué et tumultueux, Sandrine s'efforçait de bâtir un cocon pour sa fille. Elle vivait dans une unique pièce, un logement insalubre à proximité de la gare. Les murs suintaient l'humidité et les jours de pluie, une odeur de renfermé emplissait l'air. Pourtant, Sandrine y maintenait une propreté impeccable et égayait les murs avec les dessins de Manon. À 4 ans, Manon comprit brutalement sa différence. Sur une aire de jeu, un garçon la désigna en riant. « Maman, regarde, la fille n'a pas de bras. » La mère du garçon, confuse, le tira par la main. « Ne dis pas ça, la pauvre petite. » Manon avait tout entendu. Ce jour-là, pour la première fois, elle eut honte de son corps. Sur le chemin du retour, elle cacha son visage dans le foulard de sa mère et sanglota. « Maman, où sont mes bras? Pourquoi suis-je la seule comme ça ?» demanda-t-elle. Sandrine, dissimulant sa propre peine, la regarda. Les larmes lui montèrent aux yeux, une boule dans la gorge. « Manon, tu es unique. Ton corps est différent, mais c'est parce que tu es destinée à de grandes choses. Tu as un cœur immense et une âme forte. C'est avec ça que tu changeras le monde. » Cette nuit-là, pour la première fois, Sandrine initia Manon à l'origami. Manon saisit le papier avec ses orteils. Ce fut d'abord maladroit, mais à sa propre surprise, après quelques essais, elle parvint à plier une petite grue. En la voyant, le cœur de Sandrine déborda de fierté. « Tu vois? Tu crées de la beauté avec tes pieds. Tes pieds sont plus extraordinaires que les mains des autres. Tu as des ailes invisibles, mon trésor. » Dès lors, Manon pratiqua l'origami quotidiennement. D'abord des formes simples, puis rapidement des fleurs et des animaux complexes. Leur modeste pièce se transforma en un univers de merveilles de papier. Mais l'amour maternel, si puissant soit-il, ne pouvait rien contre la cruauté du monde. À l'épicerie, les gens chuchotaient sur leur passage, dans le bus, on s'écartait. Une vieille dame déclara sans détour, « À quoi bon mettre au monde un enfant pareil? Quelle triste vie !» Sandrine entendait tout, mais elle fredonnait des chansons à l'oreille de Manon pour la protéger de ces mots. À 6 ans, Manon entra à l'école maternelle. Le premier jour, les autres enfants l'encerclèrent, curieux, « Comment tu manges? Et pour aller aux toilettes? Et pour t'habiller ?» Les questions pleuvaient. Un enfant la traita de « demi-portion » et les autres éclatèrent de rire. Le personnel enseignant semblait lui aussi mal à l'aise. Pendant la séance de dessin, quand Manon prit un pastel avec son pied,
l'institutrice parut désemparée, tandis que les autres élèves la fixaient avec un mélange de fascination et de répulsion. Seule une petite fille, Chloé, fit exception. Elle s'assit près de Manon et déclara « Moi aussi, je vais essayer de dessiner avec le pied. » Et elle tenta de l'imiter. Une semaine plus tard, la directrice convoqua Sandrine. « Madame Dubois, je suis navrée, mais Manon requiert un encadrement spécialisé. Notre établissement n'est pas adapté, lui annonça-t-elle. Sa présence perturbe les autres enfants, et des parents se sont plaints. Sandrine bouillait de rage, mais se maîtrisa pour sa fille. Elle n'a pas besoin d'un enseignement spécialisé. C'est une enfant vive et intelligente. Donnez-lui simplement sa chance. La directrice céda à contre-cœur. Mais la vie à l'école restait un combat. Au dessin, Manon, utilisant son pied, réalisait des œuvres plus soignées que celles de ses camarades. Ses créations étaient vibrantes de couleurs et d'émotions. Mais l'enseignante, au lieu de saluer son talent, avertit les autres, ne l'imitez pas. C'est inapproprié. Chaque jour, Sandrine attendait Manon devant l'école. Un soir, elle la vit sortir en larmes. Elle croyait s'être fait une amie en Chloé, mais la mère de celle-ci lui avait défendu de jouer avec une enfant, comme ça. Ce n'est rien, Manon, on sait toutes les deux, la consola Sandrine, le cœur brisé. Elle se demandait si elle parviendrait jamais à la protéger de la méchanceté du monde. Elle faisait tout son possible pour que Manon s'épanouisse. Levée aux aurores pour préparer ses crêpes, elle travaillait jusqu'à tard dans la nuit pour subvenir à leurs besoins. Mais cela ne suffisait pas. Le monde attendait de Manon qu'elle soit normale, conforme. Quand vint l'âge de l'école primaire, Sandrine essuya refus sur refus. Au prestigieux lycée Saint-Augustin, on lui conseilla une institution spécialisée. Ailleurs, on lui expliqua que la présence de Manon nuirait à l'ambiance de la classe. Le discours était toujours le même, elle ne correspond pas à notre projet d'établissement. Un directeur fut plus brutal, un enfant sans bras, c'est une source de distraction. Nous devons préserver notre réputation. Les parents se plaindraient. Sur le chemin du retour, il se mit à pleuvoir. Sandrine et Manon marchaient sans parapluie. L'eau dégoulinait des épaules de Manon, qui ne pouvait même pas s'essuyer. Cette vision fut un déclic pour Sandrine. Elle retournerait à la clinique. Elle exigerait justice. Le lendemain, après avoir confié Manon à une voisine, elle se rendit à la clinique. Le bâtiment était encore plus opulent qu'avant, dans un quartier huppé. À l'accueil, elle demanda à voir le directeur. « Pour quel motif ?» demanda la réceptionniste. « Il y a 8 ans, ma fille est née ici. Votre erreur l'a privée de ses bras. » Le visage de l'employé se crispa. Elle passa un appel. Quelques instants plus tard, l'administrateur apparut, flanqué de 2 vigiles. « Madame Dubois, suivez-moi. » Mais ce fut pour se retrouver face à l'administrateur glacial et aux gardes. « Madame Dubois, vos accusations sont infondées. Notre clinique offre des soins irréprochables. Nous ne commettons pas ce genre de faute. Si vous persistez à diffuser ces calomnies, nous saisirons les services sociaux. Cela s'apparentera à de la négligence de votre part. » Sandrine était anéantie. Perdre Manon. Impuissante, les larmes aux yeux, elle quitta les lieux. Cette nuit-là, Manon surprit sa mère en train de pleurer. Elle s'approcha et, avec son pied, essuya ses larmes. « Ne pleure pas, maman. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Je suis mieux avec toi. » Le cœur de Sandrine se serra. Sa petite fille, si jeune, connaissait déjà l'amertume du monde. « Non, Manon, tu as le droit d'apprendre, comme tous les enfants. D'aller à l'école, d'avoir des amis, de poursuivre tes rêves. C'est moi qui serai ton professeur. » Dès lors, la vie de Sandrine fut rythmée par la vente de crêpes le jour et les leçons de lecture et d'écriture la nuit. Manon progressait à une vitesse fulgurante. Ses orteils acquirent une agilité stupéfiante, lui permettant de manier un stylo. Elle révéla aussi un don exceptionnel pour le dessin. Ses œuvres, d'une simplicité de traits et de couleurs, dégageaient une profonde sensibilité. Manon dessinait toutes les nuits. Ses créations gagnaient en complexité et en beauté, paysages, animaux, portraits. Et très souvent, elle se représentait avec des bras. Sur le papier, Manon était complète.
Elle enlaçait des arbres, cueillait des fleurs, tenait la main d'amis imaginaires. Un jour, Manon demanda « Maman, je peux montrer mes dessins ? Peut-être que si les gens les voient, ils me verront différemment. » Sandrine hésita. Elle redoutait les conséquences de cette exposition. Surtout, elle craignait la réaction de la clinique. Mais elle ne pouvait étouffer ce talent. Bien sûr. Il y aura des gens pour voir ta beauté, pour comprendre qui tu es vraiment. Cette nuit-là, Manon endormie, Sandrine contempla ses dessins. Parmi eux, cet autoportrait avec des bras. Les larmes lui vinrent. Elle se fit le serment de révéler un jour la vérité. Elle ignorait que le destin tissait déjà la suite, et que rien ne serait plus jamais pareil. Le cours de leur vie allait être bouleversé. Un jour comme les autres, un homme distingué s'arrêta devant le stand de Sandrine. Vêtu d'un costume gris, il avait l'allure de ces hommes d'affaires que l'on croise dans les capitales. Son nom était Stéphane Leclerc, directeur d'un fonds pour l'art inclusif. Son attention fut captée par un petit dessin posé près des crêpes. Un dessin que Manon avait réalisé avec son pied. « Qui est l'auteur de ce dessin ?» demanda-t-il. Sandrine marqua une pause. Elle était toujours réticente à dévoiler le talent de Manon. Mais aujourd'hui, c'était différent. « Ma fille, répondit-elle sobrement. Les yeux de Stéphane s'agrandirent. C'est un talent prodigieux. Pourrais-je la rencontrer ? Sandrine scruta le visage de Stéphane. Son intérêt semblait sincère. Elle acquiesça et le mena derrière son stand. Manon, assise sur un tabouret pliant, fut surprise de voir cet étranger. En apercevant Manon, l'expression de Stéphane changea. Un mélange de curiosité, d'étonnement et d'une émotion plus insaisissable traversa son regard. Il vit que les bras de la fillette s'arrêtaient aux épaules, et un choc bref se lut sur son visage. « Bonjour, Manon. Je m'appelle Stéphane. Votre dessin m'a bouleversé. » Manon esquissa un sourire timide. « Merci. » Stéphane s'accroupit à sa hauteur. « Vous avez un don exceptionnel. Depuis combien de temps dessinez-vous ? » D'aussi loin que je me souvienne, répondit Manon. Maman m'a appris à tenir le crayon avec mon pied. C'est extraordinaire, dit Stéphane. Il se tourna vers Sandrine. Je dirige un programme d'art inclusif. Il est destiné aux enfants extraordinaires comme Manon. Cela pourrait vous intéresser. Sandrine le considéra, sceptique. Après 10 ans de rejet, elle était méfiante. Mais dans le regard de Manon, elle vit une lueur d'espoir. En quoi consiste ce programme ? Demanda-t-elle. À compter de ce jour, Stéphane devint un visiteur assidu. Il apportait toujours des cadeaux à Manon, du matériel de dessin de qualité, des livres d'art, des crayons ergonomiques. Manon était ravie de ses visites et de ses encouragements. Au début, Sandrine s'inquiétait des motivations de Stéphane, mais il se montrait toujours respectueux et authentique. Il initiait Manon à de nouvelles techniques, s'émerveillant de son talent. Il devint une figure quasi paternelle. Un jour, Stéphane fit une proposition à Manon. « Manon, le mois prochain, notre fondation organise une grande exposition sur le thème des talents cachés. Accepteriez-vous d'y exposer vos œuvres ?» Les yeux de Manon pétillèrent. « Vraiment ? Les gens verraient mes dessins ? » Absolument. Votre talent serait une source d'inspiration. Sandrine parut soucieuse. Exposez ainsi Manon. Stéphane lui prit la main. Madame Dubois, le talent de Manon est un trésor qu'il ne faut pas cacher. Cela renforcera sa confiance en elle. Sandrine regarda le visage de Manon, vibrant d'impatience. Elle avait si longtemps cherché à la protéger du monde. Peut-être était-il temps de la laisser prendre son envol. D'accord, accepta-t-elle enfin. Pourtant, à mesure que les visites de Stéphane se multipliaient, Sandrine s'interrogeait. Il regardait souvent Manon avec une expression empreinte de tristesse et de regret. Il se mit à poser des questions précises sur sa naissance. Dans quelle clinique est-elle née ? Quel traitement avez-vous suivi ? Qu'ont dit les médecins ? Sandrine était mal à l'aise. Son intérêt semblait dépasser la simple curiosité. Elle répondait évasivement. De son côté, Stéphane menait sa propre enquête. Il tenta d'obtenir le dossier de Manon à la clinique des Charmes.
Les archives avaient été altérées ou avaient disparu. Il se mit à rechercher le personnel en poste 10 ans plus tôt. Une nuit, en consultant un vieil album photo, il tomba sur un cliché. Une photo de groupe du personnel de la clinique, prise quelques mois avant la naissance de Manon. Dans un coin, à peine reconnaissable, un jeune Stéphane. Il était interne à l'époque. Les souvenirs rejaillirent. Sandrine. Il se souvint. La jeune femme de ménage. Leur brève aventure. Une folie d'une nuit. Il l'avait abandonnée, paniqué à l'idée de compromettre son statut social, son avenir. Impossible, murmura-t-il, laissant tomber la photo. Manon. Ma fille ? Il lui fallait une certitude. Le lendemain, il subtilisa une bouteille d'eau utilisée par Manon. Il fit procéder à un test ADN. Le résultat fut un cataclysme. Compatibilité à 99,9%. Manon était sa fille. Stéphane était anéanti. Disant qu'il vivait dans l'ignorance, ignorant que sa fille était née sans bras. Pire encore, il connaissait les pratiques de cette clinique. Il approfondit ses recherches et découvrit la vérité. La malformation de Manon résultait d'une faute médicale. Au début de sa grossesse, Sandrine avait consulté à la clinique. Un interne inexpérimenté lui avait prescrit un médicament dangereux pour le fœtus. La clinique avait étouffé l'affaire. Stéphane se demanda, serait-ce arrivé s'il n'avait pas fui ? Si la clinique avait su qu'il était le père, aurait-il osé ? La culpabilité et le remords le submergèrent. Il voulait reconnaître sa fille, mais c'était aussi avouer sa lâcheté. Sandrine, de son côté, remarqua le changement de comportement de Stéphane. Il était plus distant, son regard assombri. Un jour, elle le surprit en conversation avec un autre médecin. Il parlait de Manon, de l'erreur médicale. « C'est ma fille », dit Stéphane. « Et cette clinique est responsable. » Sandrine n'en crut pas ses oreilles. Cet homme, le père de Manon. Sous le choc, se sentant trahie, elle s'enfuit. « Maman !» s'écria Manon. « Monsieur Leclerc dit qu'il est mon papa. » C'est vrai ? Sandrine était stupéfaite. Elle avait toujours dit à Manon que son père était mort. Et voilà que la vérité éclatait. Manon, en larmes, se réfugia dans sa chambre. Le soir, Sandrine appela Stéphane. « Qu'avez-vous dit à ma fille ? » Sandrine, il faut qu'on parle. J'ai fait un test ADN. Manon est ma fille. Sandrine était sous le choc. Un test ADN ? Comment avez-vous osé ? Pardonne-moi, je devais savoir. Et maintenant, je sais. Manon est ma fille, et je veux faire partie de sa vie. Vous n'avez aucun droit, répliqua froidement Sandrine. Vous nous avez abandonnés. Et vous voudriez jouer au père maintenant ? J'ai commis une faute, admit Stéphane. Mais je veux assumer. J'ai découvert ce que la clinique a fait. Ils sont coupables. Je peux vous aider. Sandrine, retenant ses sanglots, répondit, nous n'avons pas besoin de votre aide. On s'est débrouillé seul pendant 10 ans. On continuera. Elle raccrocha. Les jours suivants furent tendus. Manon était perdue et blessée. Sandrine, rongée par la colère. Stéphane tentait désespérément de se racheter. Dans sa petite chambre humide, Sandrine réfléchissait. Peut-être était-ce mieux pour Manon de connaître son père. Et si Stéphane pouvait faire payer la clinique, ce serait une forme de justice. Le lendemain, Manon dessinait. Un portrait de 3 personnages, elle, Sandrine et Stéphane, au milieu. Elle le tendit en silence à Stéphane, un message muet. En voyant le dessin, Stéphane fondit en larmes. En bas, de l'écriture de Manon, notre famille. À partir de là, tout s'accéléra. Stéphane voulait reconnaître Manon. Sandrine s'y opposait, estimant qu'il ne le méritait pas. Manon, avec une maturité poignante, essayait de les réconcilier. La clinique des Charmes, apprenant l'enquête de Stéphane, lança une campagne de diffamation contre lui, faisant pression sur sa fondation, le menaçant de procès. La relation entre les 3 devenait un nœud de douleur, de confusion et peut-être d'espoir. Et au cœur de la tourmente, Manon continuait de dessiner.
Ses œuvres gagnaient en profondeur, en intensité, comme si l'absence de bras lui donnait un accès plus direct à son âme. Avant de dormir, Manon demanda à sa mère, « Maman, on va s'en sortir ?» Sandrine, lui caressant les cheveux, répondit, « Oui, Manon, on s'en sortira toujours, quoi qu'il arrive. » Mais son cœur était empli d'angoisse. Pouvait-elle faire confiance à Stéphane? Avait-il vraiment changé? Et que deviendrait leur vie si la vérité éclatait? Cette nuit-là, du balcon de son luxueux appartement, Stéphane contemplait la ville. Il tenait le dessin de Manon. Sa décision était prise. Il reconnaîtrait sa fille, et il ferait éclater la vérité, quel qu'en soit le prix. Les destins des trois étaient scellés. Les secrets du passé ne pouvaient plus être contenus, et la vérité, lourde de conséquences, allait tout balayer. Le poids de la vérité écrasait Stéphane. Dans son pantouse, il relisait sans cesse les résultats du test ADN. 99,9%. L'évidence était là. Manon était sa fille. D'une main fébrile, il se servit un verre de vin. Dehors, la ville scintillait, mais en lui, c'était la nuit noire. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. 10 ans plus tôt, Stéphane était un jeune interne brillant à la clinique des charmes. L'avenir lui souriait. Issu d'un milieu aisé, il avait suivi un cursus d'excellence. C'est là qu'il avait rencontré Sandrine, une jeune et séduisante femme de ménage. Sa peau ébène, son allure exotique l'avait fasciné. C'était une liaison clandestine. Le médecin de la haute et l'employé immigré. Quelques semaines de passion secrète. Et puis, un jour, Sandrine lui avait annoncé sa grossesse. Stéphane avait paniqué. Sa famille, sa carrière, sa réputation. Tout était menacé. Il avait proposé de l'argent à Sandrine, suggéré un avortement. Face à son refus, il avait pris la fuite, cessant tout contact, obtenant sa mutation. Il avait tenté d'effacer cet épisode de sa mémoire. Et 10 ans plus tard, le passé le rattrapait. Sa fille, l'enfant qu'il avait renié, était là, sans bras. Et c'était sa faute. Il se souvint. Après son départ, Sandrine avait continué de se faire suivre à la clinique. Un interne inexpérimenté lui avait prescrit un traitement expérimental, malgré les avertissements sur les risques de malformation. La clinique avait découvert l'erreur, mais pour se protéger, avait falsifié le dossier. Les salauds! Jura Stéphane. Ses anciens collègues, des médecins qu'il admirait, impliqués dans une telle machination. Le lendemain, Stéphane rencontra Pierre Martin, l'ancien administrateur de la clinique, aujourd'hui à la retraite et désireux de se confesser. « Monsieur Leclerc, ce fut l'une des pires dissimulations de l'histoire de la clinique, murmura-t-il. Le directeur de l'époque a tout fait détruire. Ils ont profité de la vulnérabilité de Madame Dubois, une étrangère sans ressources. Et j'ai été complice sans le savoir, dit amèrement Stéphane. Vous ne saviez pas? Pendant 10 ans, je n'ai rien su, répondit Stéphane. Et maintenant, il est trop tard. Non, rétorqua Pierre Martin. Vous pouvez encore changer le cours des choses, pour cet enfant, et faire payer la clinique. Stéphane acquiesça. Merci. Dès que j'aurai toutes les preuves, je rendrai l'affaire publique. Stéphane devait parler à Sandrine. Il l'attendit dans un parc près de la gare. À son arrivée, son visage était fermé. Qu'avez-vous à me dire? Stéphane prit une profonde inspiration. J'ai tout découvert. Ce que la clinique a fait à Manon. Et que je suis son père. La colère brilla dans les yeux de Sandrine. Et vous le dites maintenant? Après 10 ans? Vous m'avez abandonné quand je vous ai dit que j'étais enceinte. Je sais. C'est impardonnable, répondit Stéphane. Mais je veux assumer. Je veux faire partie de la vie de Manon. Et je ferai payer la clinique. Maintenant? Ricana Sandrine. Savez-vous ce que nous avons enduré? Le harcèlement à l'école, le mépris des enseignants. Où étiez-vous quand elle pleurait chaque nuit en demandant pourquoi elle n'avait pas de bras? Stéphane baissa les yeux, des larmes sincères coulant sur ses joues. Pardonne-moi. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux agir justement, à partir de maintenant. Sandrine se tut.
Elle repensa à Manon, à ses questions sur ce père absent, à ses dessins où elle lui laissait toujours une place. Peut-être que Manon a besoin d'un père. Avez-vous des preuves? Contre la clinique? Stéphane hocha la tête. Oui. J'en ai, et j'en cherche d'autres. J'ai été un lâche, mais je me battrai pour Manon. Sandrine soupira. Manon doit tout savoir. Qui tu es, et pourquoi tu as disparu? Je comprends, dit Stéphane. Je lui dirai tout. Le lendemain, Stéphane retrouva Manon au bord du fleuve local. Manon, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je sais déjà, répondit-elle, avec une maturité déconcertante. Que vous êtes mon papa. Stéphane fut stupéfait. Comment le sais-tu? Je vous ai entendu parler. Et je l'ai toujours senti, qu'il y avait un lien spécial entre nous. Stéphane, ému, acquiesça. Tu as raison. Et je suis terriblement désolé. J'ai été un lâche. Pourquoi vous êtes parti? Demanda Manon. Stéphane lui raconta tout, sans phare. J'étais jeune et stupide. J'avais peur pour ma carrière, pour ma réputation. Je me suis enfui. C'est la plus grande erreur de ma vie. Des larmes perlèrent aux yeux de Manon. Et mes bras? C'est votre faute aussi? Stéphane hésita. Indirectement. Après mon départ, ta mère était seule. Et la clinique a commis une erreur. Mais maintenant, je veux être ton père. Si tu m'acceptes. Manon resta silencieuse, feuilletant son carnet. Puis elle prit un crayon. J'ai toujours su que vous étiez mon papa, dit-elle en dessinant. Et quand je posais des questions à maman, elle était toujours triste. Maintenant, je comprends. Stéphane la regardait dessiner, fasciné par sa dextérité. C'est maman qui m'a appris, sourit Manon. Elle dit que je peux tout faire. Stéphane sentit les larmes lui monter. Il mesurait l'amour infini de cette femme qu'il avait abandonnée. Ta mère est une femme extraordinaire. C'est la meilleure, confirma Manon. Elle a tout sacrifié pour moi. Stéphane prit une résolution. Il ne pourrait jamais réparer le mal fait, mais il pouvait leur offrir un avenir meilleur. Manon, je te fais une promesse. La clinique paiera. Et je serai toujours là pour toi. Manon termina son dessin. Un portrait de Troie, souriant. Sous le dessin, un mot, famille. Stéphane le reçut comme un trésor. Le soir, il raconta sa conversation à Sandrine. Elle restait méfiante, mais une brèche s'était ouverte. Si Manon t'accepte, je ne m'y opposerai pas. Mais ne la fais plus jamais souffrir. Jamais, promit Stéphane. Pour la clinique, j'ai de nouvelles preuves. L'interne de l'époque est prêt à témoigner. Il lui montra les documents. La vérité, après 10 ans d'attente. Et maintenant? On peut tout rendre public, dit Stéphane, ou aller en justice. Il faut penser à Manon, dit Sandrine. Comment réagira-t-elle à tout ce déballage? Tu as raison. Son bien-être avant tout. Pendant ce temps, Manon dessinait des ailes. De magnifiques ailes qui poussaient sur ses épaules et l'emportaient dans le ciel. Elle nomma son dessin, Les ailes invisibles, en hommage aux mots de sa mère. Elle regarda par la fenêtre. Le monde avait été si dur. Mais peut-être que les choses allaient changer. Peut-être qu'avec son père, elle pourrait enfin voler. L'enquête de Stéphane alerta la direction de la clinique. Leclerc a des preuves, annonça le directeur, Jean Moreau. Il faut le neutraliser. Attaquons sa réputation, son fond. Tout le monde a des secrets. Bientôt, les mécènes de la fondation de Stéphane se retirèrent. Des rumeurs infamantes circulèrent sur Internet. Ils ont commencé, constata Stéphane. Il appela Sandrine. La clinique contre-attaque. Il faut les prendre de vitesse. J'ai un plan. L'exposition, la semaine prochaine. Ce sera notre tribune. Manon est-elle prête? Il faut lui demander. Mais je crois que oui. Elle sait que son histoire peut aider d'autres. Ce soir-là, ils expliquèrent leur plan à Manon. Elle écouta, pensive. Je suis prête, dit-elle.
Si mon histoire peut servir, je la partagerai. Sandrine et Stéphane se regardèrent, émus par son courage. On le fera ensemble, dit Stéphane. En famille. Les larmes montèrent aux yeux de Sandrine. Après 10 ans de solitude, l'espoir d'une famille renaissait. Manon sourit. Ses ailes invisibles frémissaient. Et cette fois, elle n'était pas seule. Ses parents voleraient avec elle. La clinique les avait sous-estimés. Ils étaient prêts à tout pour la vérité, pour Manon, pour toutes les autres victimes silencieuses. Les jours précédant l'exposition furent intenses. Manon dessinait sans relâche, chaque œuvre plus poignante que la précédente. Son histoire allait être révélée. Et elle allait tout changer. La vérité, comme ses dessins, serait belle et puissante. Le jour du vernissage des « Elles invisibles », la galerie du Fonds d'art inclusif de Stéphane Leclerc était noire de monde. Journalistes, critiques d'art, mécènes, curieux. Au mur, les œuvres de Manon, dessins réalisés avec ses pieds, vibrant d'une émotion brute. À l'entrée, le titre « Le voyage de l'âme », dessiné avec les pieds. Manon Dubois. Sandrine, élégante dans une robe choisie par Stéphane, était nerveuse. Manon, en robe rose, semblait à la fois excitée et anxieuse. Il y a tant de monde, murmura Sandrine. Stéphane, en costume sombre, affichait une détermination sans faille. Tout est en place. Ses œuvres ont déjà conquis le public. Les visiteurs étaient subjugués. Moins par la prouesse technique que par la force narrative et émotionnelle des dessins. Un autoportrait avec des ailes de lumière. Une mère et sa fille dont les larmes devenaient des fleurs. Au centre, la dernière œuvre de Manon, un portrait de trois, se tenant la main, baigné d'une lumière radieuse. Le titre, La guérison par la vérité. Stéphane prit le micro. Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette exposition est plus qu'un événement artistique. C'est une histoire de vérité, de justice et de rédemption. Ses yeux s'embuèrent. L'artiste, Manon Dubois, 10 ans, a un talent exceptionnel. Née sans bras, elle dessine avec ses pieds, avec une profondeur et une lucidité extraordinaires. Un murmure d'admiration traversa la salle. Les regards se tournèrent vers Manon, qui sourit courageusement. Mais je veux aussi vous parler d'une vérité longtemps occultée, poursuivit Stéphane, la voix étranglée par l'émotion. La condition de Manon n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une faute médicale. Il y a 10 ans, la clinique des Charmes a prescrit un médicament dangereux à sa mère, puis a dissimulé les preuves. Stupeur dans l'assistance. Les flashs crépitèrent. Et la vérité la plus terrible, ajouta Stéphane, c'est que Manon est ma fille. L'étonnement fut général. Il y a 10 ans, j'étais un jeune médecin lâche et ambitieux. J'ai fui mes responsabilités. J'ai abandonné la mère de mon enfant. Les larmes coulaient sur ses joues. Par ma faute et celle de la clinique, Manon est née sans bras. Et pendant 10 ans, elle et sa mère ont subi l'injustice et la discrimination. Sandrine pleurait en silence. Manon s'approcha et lui prit la main avec son pied. Aujourd'hui, j'assume tout, déclara Stéphane. Mes erreurs, la dissimulation de la clinique. Et j'exige justice. Il brandit une liasse de documents. Voici les preuves. Je les transmets à la justice et à la presse. Le silence est terminé. Un silence de plomb s'abattit sur la galerie. C'est alors que Manon s'approcha du micro. Elle le saisit avec ses orteils. Bonjour, dit-elle d'une voix claire. Je m'appelle Manon Dubois. Tous les regards étaient braqués sur elle. Cette petite fille sans bras, si digne, était une vision poignante. Je suis née sans bras, mais ça ne m'a jamais empêché de faire ce que j'aime. Et pour ça, je remercie ma maman. C'est elle qui m'a appris que j'avais des ailes invisibles. Beaucoup dans la salle eurent les larmes aux yeux. J'ai retrouvé mon papa récemment, continua Manon en regardant Stéphane. Au début, j'étais en colère. Mais j'ai compris que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et de les réparer. La maturité de ses propos laissa l'audience sans voix. Je ne suis plus en colère. J'ai une famille maintenant. Et si mon histoire peut donner de l'espoir, ça me suffit. Elle conclut par un sourire. Comme sur mes dessins,
nous avons tous des ailes invisibles. Il faut juste les trouver, parfois dans les moments les plus sombres. Une ovation éclata. Spontanée, unanime. Les gens pleuraient, applaudissaient. Stéphane s'agenouilla près de Manon, bientôt rejoint par Sandrine. L'image de son dessin. Soudain, une agitation au fond de la salle. 3 hommes, dont l'un, âgé et furieux, était Jean Moreau, le directeur de la clinique. Diffamation. Hurla-t-il. Leclerc, vous paierez pour ça. Stéphane resta calme. Les preuves sont là, Jean. C'est fini. Les vigiles intervinrent, mais Manon les arrêta. Elle s'avança vers Moreau. Regardez-moi, dit-elle doucement. Je suis le résultat de votre erreur. Mais je n'ai pas de haine. Je veux juste la vérité, pour que ça n'arrive plus à d'autres. La fureur de Moreau s'évanouit. Il regarda vraiment Manon pour la première fois. Cette petite fille, victime de sa clinique. Une lueur de remords traversa son regard. La galerie retenait son souffle. La petite fille frêle face au puissant directeur. Finalement, Moreau céda. Nous avons fait une erreur, avoua-t-il. Et nous l'avons cachée. Pardon. L'aveu fit l'effet d'une bombe. Les journalistes notaient frénétiquement. L'exposition fut un triomphe. Toutes les œuvres furent vendues. L'histoire de Manon fit le tour du monde. La fillette sans bras qui a ému la planète. Erreur médicale, la vérité après 10 ans. Retrouvailles poignantes d'un père et sa fille. Les titres des journaux étaient élogieux. Après l'exposition, ils s'installèrent dans un nouvel appartement loué par Stéphane. Le silence régnait, chacun digérant les événements. « Je suis si fier de toi », dit Sandrine à sa fille. « On a réussi, tous ensemble », sourit Manon. « On est une vraie famille. » « Oui », acquiesça Stéphane. « Et je serai toujours là pour vous. » Sandrine le regarda. La colère des 10 dernières années commençait à se dissiper. Le pardon n'était pas encore là, mais un chemin s'ouvrait. Que va-t-il se passer pour la clinique? Ils ont présenté des excuses publiques et proposé une indemnisation, expliqua Stéphane. Et surtout, ils vont créer un programme d'aide pour les familles victimes d'erreurs médicales. Manon regarda les étoiles. Je vais pouvoir aller à l'école, maintenant? Bien sûr, Manon, dit Sandrine. Toutes les écoles t'ouvriront leurs portes. Et si ce n'est pas le cas, ajouta Stéphane, on en construira une. Une école pour tous les enfants. Manon sourit, les yeux brillants d'espoir. Ses rêves devenaient accessibles. Plus tard, alors que Manon dormait, Sandrine et Stéphane se retrouvèrent sur le balcon. J'ai beaucoup pensé, dit Sandrine. Sans toi, qu'est-ce que je serais devenue? Tu regrettes? Demanda-t-elle. Non, répondit Stéphane. Manon est heureuse. C'est tout ce qui compte. Il lui prit doucement la main. Elle ne la retira pas. Je ne peux pas réparer le passé, dit-il, mais je peux essayer de rendre votre avenir meilleur. Les larmes montèrent aux yeux de Sandrine. Je t'ai haï. Je t'ai maudit. Mais Manon t'a pardonné. Alors, peut-être que moi aussi, un jour. Stéphane sourit. C'était un début. Le lendemain, Manon fit sa rentrée dans une nouvelle école, choisie par Stéphane pour son programme d'inclusion. Le directeur l'accueillit personnellement. Manon, bienvenue. Ton courage est une leçon pour nous tous. Pour la première fois, Manon se sentit à sa place. Les autres enfants, d'abord curieux, l'acceptèrent rapidement. Sandrine attendait devant l'école, anxieuse, avec Stéphane. Ça va aller? Bien sûr, la rassura Théil. Manon est forte. Comme toi. Pour la première fois, Sandrine lui sourit sincèrement. Pas un pardon, mais une promesse. Sur le chemin du retour, son téléphone sonna. Son visage se décomposa. Qu'y a-t-il? S'inquiéta Stéphane. Elle raccrocha, l'air hagard. C'est la clinique. Ils disent que je suis malade. L'anxiété de Stéphane monta d'un cran. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont excusés.
Un examen de routine que j'ai passé avant l'expo. J'ai un cancer. En phase terminale. Stéphane était anéanti. Au moment où leur nouvelle vie commençait, le destin frappait à nouveau. Au lieu de remercier, Manon, voyant son père pleurer, s'approcha de lui. Devant tout le monde, elle l'enlaça avec ses pieds. La galerie retint son souffle. L'image de cette petite fille sans bras consolant son père était d'une puissance inouïe. Stéphane, secoué de sanglots, la serra contre lui. Ce moment, capturé par des dizaines d'appareils, fit le tour du monde. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, elle invisible, force de la vérité, courage de Manon. Son histoire devint un phénomène. Une semaine plus tard, Sandrine fut prise d'une violente douleur. Sur l'insistance de Stéphane, elle consulta. Le diagnostic fut brutal, cancer de l'estomac en phase terminale, avec métastase. Combien de temps? Demanda-t-elle. Quelques mois, répondit le médecin. Sandrine accueillit la nouvelle avec un calme étrange. Sa première pensée fut pour Manon. Mais maintenant, Manon avait un père. Quand elle l'annonça à Stéphane, il refusa d'y croire. Il doit y avoir un traitement. Je trouverai les meilleurs spécialistes. Il est trop tard, Stéphane, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas grave. Si Manon est avec toi, je partirai en paix. Ne dis pas ça. On vient à peine de devenir une famille. Ils décidèrent de ne rien dire à Manon pour l'instant. Mais la maladie progressait vite. Sandrine fut hospitalisée. Tous les médecins confirmèrent le pronostic. Manon lui rendait visite tous les jours, sans comprendre la gravité de son état. « Maman, j'ai gagné le concours de dessin de l'école. » Sandrine, affaiblie, sourit. « Je suis si fière de toi. » Manon lui montra son dessin, un pique-nique en famille, sous un soleil radieux. « On pourra le faire un jour, en vrai ?» demanda Manon. Les larmes aux yeux, Sandrine répondit, « Bien sûr, un jour. » Stéphane devint de fait le principal tuteur de Manon. Une complicité s'installa entre eux. Une nuit, l'état de Sandrine devint critique. Stéphane amena Manon à l'hôpital et lui expliqua la vérité. « Maman est très malade. Elle va bientôt partir au ciel. » Manon s'effondra. « Non. On vient juste de devenir une famille. » Dans la chambre, Sandrine, sous oxygène, leur sourit. Elle retira son masque un instant. « Manon, mon trésor. » Manon lui prit la main avec son pied. « Ne pars pas, maman. Je serai toujours avec toi, dans ton cœur. » Elle se tourna vers Stéphane. « Promettez-moi de prendre soin d'elle. »« Je le jure, » dit-il. Sandrine regarda sa fille une dernière fois. « Maintenant, j'ai des ailes. Je peux me reposer. » Ses yeux se fermèrent. Le moniteur afficha une ligne plate. « Maman !» hurla Manon. Mais il était trop tard. Les funérailles furent simples et émouvantes. Manon resta silencieuse, une force étrange émanant d'elle. Après, elle cessa de dessiner pendant plusieurs jours. Puis, un matin, elle demanda une immense toile et s'enferma dans sa chambre. Elle travailla 3 jours et 3 nuits. Quand elle sortit, épuisée mais sereine, elle montra son œuvre à Stéphane. C'était un portrait de Sandrine, s'envolant vers le ciel, doté d'immenses ailes faites de milliers de fleurs colorées. En bas, une inscription, « Les ailes de maman ». Stéphane pleura. « C'est magnifique. Elle aurait adoré. » « Elle le voit, et elle adore, » répondit Manon. Ce tableau fut la pièce maîtresse de sa nouvelle exposition, « Elles éternelles », dédiée à sa mère. Le succès fut immense. Les bénéfices servirent à créer une fondation pour les enfants artistes handicapés. Son histoire devint une légende mondiale. Stéphane tint sa promesse. Il fut un père aimant et dévoué. Manon s'épanouit dans sa nouvelle école, se fit des amis. Un jour, Stéphane lui annonça, « La clinique des charmes a ouvert le centre Sandrine Dubois. Ils veulent que tu dessines le logo. » La joie illumina le visage de Manon. Maman serait si heureuse. Cette nuit-là, elle créa le logo, des ailes de fleurs protégeant des enfants au handicap variés. « C'est ce que maman disait », expliqua-t-elle à Stéphane. « On est tous différents, mais on a tous des ailes invisibles. »
Stéphane la regarda avec une immense fierté. Ta mère serait si fière de toi, Manon. Tu es une fille extraordinaire. Je sais, papa, sourit-elle. Maman me l'a toujours dit. L'histoire de la petite fille Sandra avait fait le tour du monde. Elle avait prouvé que les limites du corps ne sont rien face à la force de l'esprit, que l'amour et le courage triomphent de tout. Le sourire de Manon n'était pas le symbole d'un manque, mais celui de la puissance infinie de l'âme. Comme le disait Sandrine, Manon avait vraiment des ailes invisibles. Qu'auriez-vous fait à sa place? Dans un monde hostile et solitaire? Auriez-vous eu la force de cette mère? La compassion de tendre la main à un enfant blessé? Le destin impose parfois les plus lourdes épreuves aux plus fragiles. Mais le vrai miracle réside dans ces histoires humaines où, malgré tout, l'amour survit. Nous espérons que ce récit a ravivé en vous une étincelle de chaleur et d'humanité.